Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table ronde consacrée à la sobriété et à l'efficience dans les processus industriels. Mon nom est Aline Bassin, que vous sachiez qui vous parle, chef de la rubrique économique du temps, et vous découvrirez tout à l'heure notre panel. Nous vivons tout de même une époque incroyable. Après être tous devenus experts médicaux, spécialistes de l'ARN messager, nous voici aujourd'hui muets en énergéticiens. Adieu masque, test Covid, bonjour couvercle sur casserole et ordre de mérite. Et oui, ordre de mérite, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce n'est pas un ordre sombre de la chevalerie britannique que nous ne connaîtrions pas. L'ordre de mérite, ou le Merit Order en bon anglais, c'est cette méthode qui favorise toujours l'électricité la moins chère en premier sur le marché, mais qui, en conséquence, se base sur la plus chère, c'est résumé, vous me corrigerez peut-être, pour fixer les prix. Du coup, quand ceux-ci s'envolent, cela devient, comment dire, compliqué. La douche froide énergétique de l'année dernière, qui d'ailleurs pourrait se retrouver d'actualité l'hiver prochain, a représenté un formidable accélérateur de transition énergétique. Les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur fleurissent un peu partout, mais pas assez vite et ils ne résolvent pas le problème de nos hivers froids et brumeux. Chers industriels, vous êtes évidemment concernés en premier lieu. Certains d'entre vous ont signé des contrats l'an dernier à des prix colossaux, le couteau sous la gorge, ils sont morts peut-être les doigts aujourd'hui. Tous, en tout cas, vous avez bien compris l'intérêt de rendre vos processus industriels aussi sobres et efficients que possible. Et nous allons voir dans l'heure à venir comment exceller dans cet exercice. Alors, avec moi pour en parler, parce que je serai assez empruntée pour vous éclairer, mais par contre, nous avons 4 panélistes de haut vol. Dominique Ramu, bonjour. Directeur bonjour. Région Vaud de Romande Énergie Service. Martha Kernen, bonjour. Bonjour. Directeur roman de l'Agence de l'énergie pour l'économie suisse. Richard Pasquier, vous me corrigez si j'estropie le nom de votre entreprise E2 PME. Voilà, on peut le dire en français. PME, exactement. On va garder le français pour l'heure à venir. Et puis Maxime Auclin, industriel neuchâtelois et bernois, basé à Lanneville, sauf erreur, président des Verts libéraux neuchâtelois. Vous nous expliquerez tout à l'heure dans quoi votre entreprise est active. Mais avant toute chose, on va quand même planter le décor et rappeler le contexte. Au hasard, avec vous, Monsieur Pasquier, vous êtes ingénieur à la base. Vous avez créé une entreprise, une petite entreprise spécialisée dans le conseil et l'évaluation des processus industriels et surtout de leur empreinte énergétique. En fait, on s'excite, si j'ose utiliser ce verbe, depuis plusieurs mois autour de la pénurie énergétique à venir. En fait, le problème et la menace remontent à bien plus loin que ça dans le temps. Il faut retourner dans les années 70 pour comprendre qu'on allait avoir un problème. Oui, tout à fait. Alors, on va nous glisser quelques slides en mauvais français qui vont nous aider à planter le décor. Pour commencer tout d'abord, ça tourne autour du pétrole, évidemment, en attendant que la... Oui, alors tout à fait. La question, effectivement, ne date pas d'aujourd'hui. On a, je dirais, l'information clé, c'était en 1964. On a atteint le pic des découvertes de pétrole. Et puis, depuis ce jour-là, on sait que l'énergie ne va pas être infinie et qu'à un moment donné, on va se retrouver effectivement dans une période plus dure. Et puis, cette période est en train d'arriver. C'était en 2018-2020 où on a atteint le pic de production de pétrole. Donc, depuis ce pic, on est en train de chercher du pétrole toujours plus difficile à trouver, toujours plus cher à aller chercher ou toujours plus dommageable pour l'environnement. Et puis du coup, comme on est sur ce déclin pétrole, il y a une transition forcément vers l'aspect, vers l'électrification finalement de nos processus. Alors, la diapo a volé à notre secours. Si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'explique en général aux industriels, c'est de dire, OK, il faut bien comprendre qu'effectivement, le climat, on a un problème de CO2. Le CO2, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est de l'énergie. Et puis si on prend le slide suivant, l'énergie va finir dans des machines
et puis cette énergie, elle fait de votre chiffre d'affaires. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a moins d'énergie et on veut continuer à augmenter ou garder en tout cas nos chiffres d'affaires, donc on va devoir le faire plus intelligemment. Ça vaut la peine de s'arrêter sur cette courbe, peut-être de la commenter. Donc, on voit à quel point il y a une corrélation étroite, si je comprends bien, entre la croissance économique, l'évolution du fameux PIB et puis la consommation énergétique. Oui, tout à fait. Donc, depuis la sortie de la guerre, on n'a fait que croître finalement notre capacité à produire de l'énergie. Et puis, cette croissance nous a permis de faire tourner plus de machines, donc d'augmenter le PIB. Et actuellement, on arrive à ce point critique où croître notre production d'énergie devient très difficile. Maxime Houcle, j'avais prévu de vous faire intervenir plus tard, mais vous êtes également ingénieur, président, je l'ai dit, des Verts libéraux, et puis industriel. Donc vous cochez toutes les cases. Est-ce que, selon vous, en tant que petit industriel, on peut s'éloigner de s'affranchir quelque part de ce lien étroit qu'il y a entre PIB et puis croissance énergétique? Alors c'est sûr que les défis sont immenses, parce que tout le modèle maintenant repose sur cette production énergétique qui nous permet de faire plus, de manière plus concentrée. Je pense que c'est surtout ça la discussion. Le défi, je pense, dans un premier temps, et c'est un peu comme tous les autres pans de la société, c'est une forme de sobriété. Alors, ça fait un mot qui peut faire peur, c'est est-ce qu'on doit utiliser moins d'énergie, moins produire. Mais peut-être avant de se poser ce genre de questions, on peut se dire, est-ce qu'on peut produire mieux, augmenter les efficiences des différents appareils, etc. Après, il y a effectivement certains procédés où on n'aura pas forcément ce genre de choix. Et dans ce cas de figure-là, la source d'énergie qui, à l'heure actuelle, est majoritairement du pétrole, c'est là le problème, devra être décarbonée autant que se peut avec des moyens qu'on peut déjà mettre en place. Ça a été mentionné en introduction, et les sources d'énergie renouvelables qu'on peut déjà implanter chez soi, bien entendu, mais bien sûr, le reste de la société, en particulier pour les périodes un peu creuses où on n'a pas de soleil ou par exemple on n'a pas de vent, développer les questions de stockage ou simplement de calibrer des procédés pour qu'ils tournent peut-être en journée plutôt que de tourner pendant la nuit. C'est quelques petits exemples qui peuvent être mis en place. On essaye de le faire dans la mesure du possible aussi à notre niveau. Mais bien sûr, pour certains procédés ou certains buts, ce n'est pas toujours possible. Et voilà, il y a d'autres technos, peut-être d'autres moyens de consommer ou de distribuer l'énergie dans le futur qui permettront de faire ça. Alors, on va effectivement vraiment se pencher là-dessus durant l'heure à venir. Le but, c'est évidemment que vous interveniez autant que possible. On va vous donner la parole. N'hésitez pas à la demander pour rendre vraiment l'échange riche et instructif. Mais avant de plonger dans ces processus industriels, une question, je pense, qui nous intéresse tous, même si nous n'avons malheureusement pas de boule de cristal. On sait qu'on a eu de la chance durant l'hiver dernier. Comment on prépare, comment s'annonce l'hiver à venir? Qui veut sortir sa petite boule? Martha Kernen, je vous sens inspirée. Alors, sans sortir ma petite boule, comme vous le dites, c'est clair qu'on est préoccupé par la situation et la future situation de l'hiver qui vient, parce qu'il y a encore énormément d'inconnus sur les conditions météo, sur les conditions aussi d'accès au gaz naturel, d'accès au pétrole. Même si on voit que le Conseil fédéral a pris énormément de mesures, on est quand même dans l'incertitude de savoir si ces mesures seront suffisantes pour passer le cap aussi l'hiver prochain. Ce qu'on sait aussi, c'est que le Conseil fédéral, l'Office fédéral de l'énergie, se prépare à recommuniquer dès cet été pour que toutes les entreprises puissent se préparer à nouveau à un risque de pénurie. Et c'est vraiment le conseil qu'on peut donner d'ores et déjà, c'est vraiment de regarder quelles sont les actions de performance énergétique, de réduction de consommation que tout le monde peut entreprendre pour éviter une situation de pénurie et être soi-même mieux préparé. C'est là qu'on arrive à la sobriété, et on va effectivement tout de suite en parler. La première chose intuitive, si je ne suis pas encore équipée avant même la sobriété, c'est de me dire je pose des panneaux photovoltaïques sur mon toit, je m'équipe d'une pompe à chaleur. Et là, j'utilisais le mot compliqué. C'est là que ça devient compliqué, Dominique Ramu. Vous êtes bien placé pour le savoir, chez Romod Énergie. On manque de bras, de cerveau, de tout. Ce qu'on remarque, c'est que vraiment, il y a une explosion par rapport à cette pose des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Comme vous le dites très bien, c'est que la transition énergétique, elle est en train de se faire. Elle a explosé suite au prix de l'énergie qui a flambé, malheureusement. Je rejoins les propos de M. Kernen par rapport aux prévisions de la fin de cette année. On voit quand même que les stocks de gaz, que les situations géopolitiques en Ukraine, Russie, sont toujours pas stables.
On s'attend quand même à un hiver compliqué. Et on remarque que la transition énergétique par rapport aux industriels qui sont ici présents, elle se fait dans la tête des gens. Maintenant, il y a vraiment des budgets qui ont été alloués pour poser tous ces panneaux, etc. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que la demande explose. Et cette demande, on voit que les délais en fourniture, on voit que les stocks ils sont bas. Et aussi en main-d'œuvre, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. Ça veut dire très concrètement, si je suis un petit entrepreneur ou une petite entrepreneur et que je veux m'équiper panneaux photovoltaïques bêtement, je vous envoie un mail, c'est encore possible pour cet hiver? C'est encore possible pour cet hiver, mais ce qu'on faisait en 1-2 mois avant, maintenant on voit que les délais c'est 5 à 6 mois et c'est toute la chaîne. Donc c'est pas seulement nous, Remond d'énergie, c'est aussi les concurrents, c'est vraiment l'approvisionnement. Et on remarque, si vous vous promenez un peu partout, que ce soit les propriétaires de villas ou les industriels, on voit que les panneaux photovoltaïques fleurissent, on voit que les pompes à chaleur se posent, les demandes de permis explosent. Et là, on arrive vraiment aussi à quelque chose qui est assez préoccupant chez nous. Je vous voyais un peu hésitant. Il y a un souci. J'ai peut-être dit une grosse bêtise parce que si je mets des panneaux photovoltaïques, ça va pas me sauver cet hiver. En résumé, comment vous voyez la situation, Marta Kernen? Je vous voyais être un peu sceptique. Non, il faut impérativement faire tout ce qu'on peut. Donc, d'un côté, être plus autonome en termes de production sur ces toitures, etc. Donc ça c'est très important. C'est une des pièces du puzzle. L'autre pièce, c'est vraiment la sobriété. Et quand on dit sobriété, il ne faut pas en avoir peur. C'est un nouveau défi, simplement. Hein. Comme les entreprises ont l'habitude d'en relever, c'est un nouveau défi. C'est des questions de conception de machines, c'est des questions d'utilisation de machines qui posent de nouveaux défis aux entreprises, mais que les entreprises sont tout à fait capables de relever. C'est ce qu'on voit tous les jours et ça ne doit pas faire peur. Ça doit vraiment être quelque chose plutôt d'enthousiasmant pour les entreprises de prendre ce challenge en main. Eh bien, vous m'enlevez les mots de la bouche parce que effectivement, j'allais vous demander, Richard Pasquier, je crois que c'est un peu votre pas quotidien. D'abord, qu'on se comprenne bien, hein, qu'on soit d'accord sur ce sur quoi on parle. C'est quoi exactement la sobriété énergétique dans un appareil de production, pour un appareil de production d'une entreprise? Alors le premier volet, c'est vraiment de travailler déjà dans la production. On est souvent orienté lean management et dans le lean, il y a un précepte qui dit que tout ce qui ne sert pas mon client final est un gaspillage. Et en fait, quand on traite cette question de sobriété énergétique, c'est de prendre exactement cette même question et dire quelle est l'énergie que je consomme qui ne sert pas à améliorer ou à amener de la valeur ajoutée pour mon client. Et là, on travaille dans le premier volet sur déjà toutes les veilles, attentes, donc tout ce qui est hors production. Et dans une entreprise qui n'a rien optimisé, le premier constat, c'est que la consommation hors production, c'est souvent plus de la moitié de l'énergie consommée. Donc on a plus de 50% de gaspillage qu'on peut travailler en baissant les veilles, en diminuant les périphériques, enfin plein de réglages, plein de choses. Et puis ce travail, il permet de gagner très vite pas mal d'argent parce qu'effectivement l'énergie est plus gratuite. Vous avez des estimations par rapport à ce qu'on peut économiser? Sur une machine, c'est pas rare d'avoir des économies de 10, 20 000 francs par année d'énergie sur l'effort sur une seule machine. Donc ça peut effectivement aller très vite parce que ces machines ont des consommations quand même assez élevées. Et puis justement, quand elles sont allumées à l'année, on a sur les veilles, les nuits, les week-ends, beaucoup d'énergie qui est gaspillée. Marta Kernen, je vois que vous voulez intervenir, mais juste, j'ai une petite question qui me tracasse puis qui va peut-être orienter votre réponse, mais ça paraît assez évident. Pourquoi on s'intéresse maintenant à la question d'éteindre et d'économiser de l'argent, puisque je sais que c'est ce qui intéresse les entreprises, évidemment. Ouais. Marta Kernen. Oui, alors je voulais peut-être d'abord rebondir sur ce qu'a dit Richard Pasquier, à savoir que le terme veille sur beaucoup de machines-outils n'est pas approprié, c'est pas de la veille. C'est vraiment une mise en réduction de certains composants, mais on voit qu'il y a encore énormément de travail. Et alors, attendez, expliquez-moi pourquoi on ne peut pas parler de veille, que ce soit bien clair. Peut-être que ça l'est pour vous. Hein. Je ne sais pas si vous êtes industriel, ingénieur, mais peut-être juste qu'on soit bien clair par rapport au concept. Quand vous avez votre téléviseur et puis que vous le mettez en mode veille, peut-être qu'il consomme encore 1 watt ou 2 watts ou 3 watts, je ne sais pas exactement, mais c'est absolument ridicule par rapport à la consommation en fonction. Alors pour la plupart des machines-outils comme elles sont programmées actuellement, eh bien le mode veille peut, c'est ce qu'on a mesuré, et de PME le mesure également,
consommer encore 60, 70 ou 80% de la consommation de la machine-outil en prod. Donc, c'est pour ça que le mot veille est impropre pour la plupart des machines-outils. Par contre, vous abondez dans le sens qu'il y a vraiment cette possibilité de faire des économies assez considérables qui s'offrent à beaucoup d'industriels. Absolument, c'est un nouveau domaine où effectivement il y a besoin de la compétence de l'équipe de production d'une part et de la compétence du fabricant de machines-outils. Et de PME peut mettre en évidence les éléments, peut aussi donner un certain nombre de réponses, mais au final, il y a une question aussi de compétences et de responsabilité de tous les acteurs pour vraiment réduire et pouvoir arrêter certains consommateurs, air comprimé ou circuits de refroidissement d'huile, qui sont actuellement encore, pour la plupart des cas, encore en fonction quand on est en mode, entre guillemets, veille. Maxime Auclin, j'ai vu que ça vous inspirait, cet Oui. échange. Alors tout à fait, je ne savais pas si mon micro était encore allumé. Tout à fait, donc en fait, j'abonde totalement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a vraiment, à un moment donné, c'est une question, il s'agit de se poser les questions et de peut-être voir un petit peu l'état général des choses dans la production. Moi, je prends peut-être un exemple qui est le mien. On a une petite structure, donc on a effectivement des ressources assez limitées pour pouvoir se poser peut-être une journée ou une semaine sur les questions énergétiques du bâtiment. Rappelez dans quel domaine, on s'en doute un peu puisque vous êtes présent. Nous sommes bien entendu dans l'horlogerie. En majeure partie, mais on fait du polissage. Donc on a une énorme diversité d'équipements qui ne sont pas, en l'occurrence, forcément en veille, mais par contre qui tournent, qui chauffent. Et en particulier, on a une chaîne de lavage. Et cette chaîne de lavage, la question que je me suis posée quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 2 ans, c'est est-ce qu'il est utile de l'éteindre? C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais est-ce qu'il est utile de l'éteindre la nuit pour la rallumer le lendemain, sachant que quand vous rallumez tous vos bains d'un coup, c'est déjà là où vous allez tirer un maximum de courant pour les chauffer, à un prix qui est défavorable, étant donné que vous êtes en pic de consommation. Ou alors, est-ce que l'intérêt, c'est plutôt simplement de mettre un couvercle et puis de les laisser chauds? Comme ça, l'isolation du bain faisant, ça permet de garder la température dedans, puis vous évitez de devoir mettre un coup de bouillon le lendemain, qui au final, si vous faites disons l'intégrale de consommation, va vous retrouver avec une consommation générale d'énergie qui est simplement plus élevée. Donc c'est le genre de petites questions qu'on peut se poser en se promenant dans l'atelier chez soi pour voir est-ce qu'il y a mieux à faire là, est-ce que cette machine effectivement elle doit nécessairement rester allumée tout le temps simplement pour éviter d'allumer l'interrupteur principal puis s'économiser une seconde. Il y a des questions d'habitude et en même temps il y a des questions techniques aussi qui doivent être répondues. On va parler de tout ça, effectivement, parce qu'on voit assez vite que le diable se cache dans les détails, qu'il faut peut-être sûrement s'entourer de professionnels et des bons. Je signalais que je ne sais pas quel est votre domaine d'expertise professionnelle. Peut-être juste pour orienter vraiment la discussion selon vos besoins. Qui est à la tête d'une entreprise dans l'industrie, dans la salle? Si vous pouvez vous dénoncer en levant la main. Ah ben voilà, on va faire un dialogue d'experts du coup, où les gens n'ont pas envie de se manifester. Bon, ben on va continuer à échanger et puis de toute manière, assez vite, vous pourrez intervenir pour cibler les questions selon vos besoins. Monsieur Ramu, je vous voyais aussi très attentif à ce qui se disait. Très concrètement, une entreprise comme Romande Énergie, je précise que vous n'êtes évidemment pas les seuls, mais un des grands du marché, elle apporte quoi comme solution et comme expertise à un industriel, puisque vous êtes le seul, visiblement, comme Maxime Auclin? Alors, ce qu'on apporte comme solution, comme aide, c'est qu'on essaye vraiment d'être partenaire avec les industriels. On est vraiment, c'est plus vraiment le temps, il a vraiment changé. On essaye vraiment de se mettre autour de la table et de discuter, comme Monsieur Auclin le dit, quels sont les détails, se poser les bonnes questions, pas juste arrêter une machine pour que l'eau refroidisse, si ça coûte plus cher de la renclencher, etc. On se met à table avec les propriétaires, on se met à table avec les entreprises qui entourent ici, avec les bureaux d'ingénieurs. On essaye vraiment de trouver la meilleure solution à l'entreprise. Il n'y a pas une seule solution, il y a un mix énergétique, il y a plusieurs solutions. Et je pense que malheureusement, cette crise énergétique, elle nous aide maintenant à cette prise de conscience. Vous êtes posé la question pourquoi on n'a pas fait ça avant? Parce qu'avant, le prix de l'électricité, c'était inclus dans les charges. Quand l'entreprise tournait, c'était un coût, mais on va dire supportable. Maintenant, malheureusement, ce prix a explosé et on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour essayer d'économiser? Puis je pense que ça, c'est aussi quelque chose de positif. Il faut le prendre, comme vous le disiez aussi avant, c'est
la sobriété, la façon de réfléchir, de produire, c'est quelque chose maintenant ça doit être vraiment dans la tête des gens. Et c'est un plus aussi pour être concurrentiel, pour amener d'autres solutions. Et moi, je le prends vraiment, mis à part pour la facture qui est douloureuse, et c'est le cas actuellement. Mais peut-être si dans 2-3 ans, le prix baisse, on aura quand même fait quelque chose de bien à l'industrie et au monde qui nous entoure. Très concrètement, Maxime Auclas, cette facture, vous voyez vos coûts qui explosent en raison de la situation compliquée depuis en tout cas une quinzaine de mois? Alors nous, on a notre chance, c'est que, en tout cas, mes parents qui gèrent l'entreprise, bien entendu, avant que j'y arrive, se sont enlistés dans un syndicat intercommunal de consommateurs d'électricité, si je me rappelle bien du terme exact, je ne sais plus si c'est ça, mais en gros, ce qui nous a permis vraiment, en étant une sorte de pool de consommateurs, d'avoir une augmentation qui était finalement assez raisonnable, parce qu'on parle de quelque chose comme 30%, alors que effectivement d'autres personnes, enfin d'autres entreprises qui étaient sur le marché libre, elles ont dû encaisser des augmentations qui étaient autrement plus délirantes. Mais pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je trouve effectivement c'est très important de mettre le doigt sur le fait que malheureusement, on paye quand même une procrastination qu'on voyait. Enfin, on savait qu'il fallait qu'on consomme la ressource de manière un petit peu plus raisonnée depuis très longtemps, depuis les premiers chocs pétroliers. Je pense que ça a commencé à sauter à la tête des gens à ce moment-là. Et puis malheureusement, c'est évidemment quand on doit faire tout dans l'urgence que tout est plus cher, sans compter bien entendu des instabilités géopolitiques comme on a à l'heure actuelle. Mais je pense qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est vraiment, on doit plutôt prendre ça comme une opportunité. C'est vraiment une question de prioriser des investissements en soi. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'on voulait multiplier le nombre d'équipements qui pouvaient faire plus de choses, plus d'activités. Désormais, peut-être que la priorité, c'est simplement de faire ce qu'on fait, mais mieux. Et il faut vraiment le prendre comme une chance, parce qu'effectivement, qu'on le fasse maintenant, dans une situation où l'énergie ou l'électricité, elle a effectivement atteint un certain nombre de pics qui peuvent être impressionnants, c'est tout gagné le jour où peut-être ça diminuera. Même si on ne peut pas être sûr que ça diminue, je pense qu'effectivement, on doit se mettre probablement dans l'idée que l'énergie va être quelque chose qu'on va compter, sans compter le fait que les conséquences de la non-action, on va devoir aussi les payer indirectement. Martha Kernen, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, volontiers. Donc, j'aimerais juste, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. J'aimerais juste ajouter que l'industrie, le monde industriel, les entreprises n'ont pas rien fait depuis 20 ans, hein, on est d'accord. On a, au sein de l'Agence de l'énergie pour l'économie, on a 4000 entreprises participantes qui se sont engagées sur le long terme à réduire leurs émissions de CO2, à améliorer l'efficacité énergétique. Donc, exactement ce dont on parle maintenant, qui viennent souvent avec la question inverse, en disant « Oui, mais voilà, j'ai déjà tout fait, ça fait 15 ans que je suis engagé, j'ai déjà tout fait. » Et nous, on a plutôt le message de M. Auclin ici, en disant « Oui, vous avez fait beaucoup, effectivement, mais il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, notamment au niveau technologique, comme on l'a dit, avec la production locale, avec des nouvelles manières de produire, avec des nouveaux équipements qui sont moins gourmands, ça c'est un volet. Et puis nous, ce qu'on constate aussi, qui ouvre des nouvelles portes, c'est vraiment de comprendre qui consomme quoi à quel moment. Et ça, c'est extrêmement important parce que dès lors qu'on fait un monitoring énergétique, donc on fait un mesurage des différentes consommations, c'est à ce moment-là qu'on se pose un certain nombre de questions, qu'on peut soulever finalement, découvrir la poussière sous le tapis, si on veut, hein, ce qui était pas visible au premier coup d'œil. Et c'est avec ça, et en dialogue avec l'exploitant, avec l'équipe de production, avec le manager, energy manager, etc., qu'on arrive à trouver les bonnes solutions pour l'entreprise et pour ses finances, évidemment. Si j'étais mesquine, je signalerais quand même que l'économie suisse, je crois que je vole au secours, mais c'est les chiffres, 300 000 entreprises qui évidemment ne sont pas toutes dans l'industrie, je le précise aussi, mais on voit qu'on a quand même encore une certaine marge pour accélérer la cadence, et elle s'accélère, j'imagine. Vous croulez sous les demandes depuis une année? Alors, c'était particulièrement marquant l'automne passé. Peut-être que c'est une situation qui va se reproduire en fonction des prix d'énergie qui marquent quand même les gens dans le sens où ils mettent ça en priorité. Tout ce qui était jusqu'à présent sous la pile, tout à coup, ça arrive sur la pile. Mais ce qu'on constate de manière générale, c'est que
ces questions, d'une part, de prix d'énergie, mais aussi de risque de pénurie qu'on nous annonce quand même pour les prochaines années aussi, donc ce n'est pas seulement ponctuel, eh bien, font que l'énergie devient maintenant, comme d'autres matières premières, etc., devient un enjeu stratégique et plus seulement une question de coût pour les entreprises. Et c'est ça qui permet aussi de libérer un certain nombre d'investissements, parce qu'évidemment, tout ça est aussi lié à des investissements. Et mettre ça en priorité est nécessaire maintenant pour avancer dans cette direction. On va parler effectivement tout à l'heure également des possibilités d'aide. Et puis, Monsieur Pasquier, je vais vous demander très concrètement de nous expliquer, vous, comment vous intervenez dans une entreprise. Si vous êtes sollicité, j'imagine vous compléterez messieurs Kernen ou Ramu, puisque vous êtes dans des domaines assez connexes. Concrètement, je produis des montres dans le canton de Fribourg, ça est de plus en plus le cas. Et puis on est au salon de la sous-traitance, je veux réduire ma facture, je vous appelle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me dites que vous avez peu de temps pour le moment et que je dois être sur une liste d'attente. Non, ça joue. On met les bouchées doubles, comme on dit. Donc, il y a effectivement, par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que dans ce qui a été fait dans l'industrie jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup fait sur la périphérie de la production. Il y a très peu de choses qui ont été faites vraiment sur la production. Parce que jusqu'à maintenant, l'énergie étant gratuite, on avait une forme de silo. L'énergie, c'était la responsabilité du bâtiment. Et puis la production, on n'est pas là déranger. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand on mesure ces machines de production, comme pour la question que vous posez, finalement, la réponse, c'est il faut mesurer. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne sait pas si c'est mieux d'éteindre, d'allumer, de laisser en chauffe ou comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que justement, quand on fait des mesures sur ces machines, puis qu'on constate ce volume de gaspillage, on a souvent des opérateurs qui ont un premier réflexe à dire « Mon Dieu, j'ai fait tout faux ». Ce qu'il faut, c'est démystifier. On n'a pas fait faux. Jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais soucié de la question. Le fabricant de la machine n'avait pas ça dans son cahier des charges. L'intégrateur n'a pas pris ça en compte parce qu'il n'a pas ça dans le cahier des charges. Le régleur, on ne lui a jamais demandé de regarder l'énergie et l'opérateur encore moins. Donc, effectivement, on a des systèmes qui marchent à l'envers. Nous, on a fait sur une entreprise fribourgeoise, alors ce n'était pas de l'horlogerie, c'était un autre type d'entreprise, on a fait un gain de 40% sur la consommation du site complet après que ce site ait fait d'autres programmes d'amélioration sur les éclairages, sur les ventilations et tout ça. Parce que le processus, c'est le gros consommateur de ces industries. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, justement, on a vraiment laissé ça de côté parce qu'on a pensé que c'était difficile de s'en occuper. Et en fait, je rejoins ce qui a été dit aussi avant, c'est que la compétence, elle est dans les entreprises. C'est le pilote, c'est la personne qui a les manettes dans les mains qui peut faire de l'éco-conduite de ces systèmes. Donc c'est très important de collaborer ou de travailler avec ces personnes. Donc on ne peut pas arriver en auditeur en disant on va vous expliquer comment travailler. On doit arriver avec des solutions, alors c'est aussi notre vision, des solutions pour chiffrer, puis dire ok, voilà, la machine elle se comporte comme ça en fonctionnement, comme ça en veille. Est-ce que pour vous c'est normal? Puis après c'est des discussions, puis après c'est des discussions avec les opérateurs, avec les personnes, la compétence dans l'entreprise, mais éventuellement aussi avec des fournisseurs. Si je fais un calcul bête que vous allez tout de suite contredire, vous parlez de 40%, ça veut dire qu'on extrapole au niveau de toutes ces entreprises qui n'ont encore pas fait leur devoir. On peut espérer, Martha Kernen, baisser la consommation industrielle de 30 à 40%. C'est dans l'ordre du possible? Alors, les entreprises jusqu'à aujourd'hui, donc, qu'elles ont déjà économisé annuellement, c'est aux alentours de 4 TWh. Donc, c'est déjà un montant énorme d'économie d'énergie. Donc, c'est 4 TWh sur 60 et quelques. Donc, c'est un pourcentage tout à fait respectable. Par rapport à la facture énergétique annuelle, quelqu'un peut voler à mon secours? Monsieur Ramu, on est dans l'ordre des cacahuètes ou bien? Ah non, c'est un gros chiffre. C'est un bon chiffre. Vraiment... En fait, je rejoins juste, c'est pas que les industriels, ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant, ils ont déjà fait beaucoup. Mais maintenant, on rentre plutôt dans le détail. Donc, c'est 4 TWh, c'est énorme, puis on peut encore faire mieux. Je vous laisse poursuivre, j'avais besoin de cette petite précision. Reposez-moi la question, s'il vous plaît. J'ai perdu. Alors, vous évoquiez effectivement le fait que les industriels ont déjà... moi, je vous posais la question de savoir si on allait arriver à baisser de 30 à 40%. Prenons l'exemple de cette entreprise. Vous parliez des 4 water, on est d'accord, je ne voulais pas dire une grosse bêtise, qui ont déjà été économisés. Et puis, les perspectives?
Alors moi, je pense qu'il y a des perspectives importantes. Alors, après 30-40%, ce sera certainement assez difficile parce que ça signifie que pour chacune des entreprises, elle doit faire la globalité, ce qui a été fait dans cette entreprise, qu'on rencontre aussi régulièrement. Mais la majorité des entreprises, pour des questions de finances, pour des questions de personnel aussi, il y a souvent ces questions-là qui viennent questionner finalement ces démarches. C'est qu'est-ce qu'on met en priorité parce que simplement on n'a pas le personnel pour le réaliser. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'enclencher la démarche, de faire les actions les plus profitables dès le départ pour aussi motiver le personnel et la direction d'aller plus loin, puis ensuite, petit à petit, de mettre en place aussi d'autres stratégies en termes d'achat d'équipements, par exemple, avec c'est ce qu'on commence à voir maintenant aussi dans les machines-outils, avec des cahiers des charges qui tiennent compte de l'énergie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et tous ces processus-là, eh bien, c'est des processus à moyen long terme pour que ce soit pas seulement le responsable énergie, mais le responsable production, le responsable achat, qui s'approprient aussi ces questions-là et qui peuvent, après, à terme, modifier sensiblement la consommation d'énergie. Maxime Auclin, vous vouliez réagir? Oui, alors tout à fait. Je pense que c'est effectivement là le problème, c'est de savoir dans des petites structures qui ne sont pas forcément des gros consommateurs, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on va déjà prioriser les investissements, parce qu'on n'a pas forcément tous ces moyens, et ensuite qui va en fait piloter le projet. Donc par exemple, chez nous, on a une ventilation en toiture qui a été construite dans les années 2000. Et puis dans les années 2000, la ventilation en toiture, c'était un tube qui part de l'atelier sur le toit et l'air chaud de l'intérieur du bâtiment, plus les quelques vapeurs et polluants qu'on souhaite, enfin polluants, j'entends des émanations qu'on évacue, elles finissent dehors sans récupération de calories. Ça veut dire qu'on renouvelle l'air de l'atelier plusieurs fois par jour en hiver et que cet air doit être réchauffé derrière. Mais pour revenir aussi sur la discussion sur qu'est-ce qui peut être fait, puis dans quelle mesure, et surtout est-ce que c'est des questions de 30% qu'on arrivera à faire des réductions, je pense que ça dépend évidemment des domaines d'activité. Dans notre cas, peut-être on arrivera à faire ce genre d'économie globale à terme, une fois qu'on aura implémenté tout ce qu'on peut implémenter. Mais par exemple, une entreprise qui fait du laminage ou une galvano, dont les processus sont de manière totalement inhérente, extrêmement consommateurs d'énergie, ils ne pourront pas révolutionner la science, ça ne va pas être possible. Pour faire de la galvano, il faut des gros courants, pour faire du laminage, il faut des grosses puissances. Et donc eux, leur challenge, ça va être, je dirais peut-être, soit de se fournir en électricité verte, et de faire le maximum en interne dans le reste des choses qui sont peut-être effectivement des éléments de détail, mais qui permettent d'alléger la facture. Et puis je terminerai en citant un exemple que j'ai eu l'occasion de visiter derrière. C'est pas pour leur faire de la pub pour leurs produits, mais j'ai vraiment envie de faire leur pub par rapport au bâtiment industriel qu'ils ont construit. C'est l'entreprise Alkline à Bienne que j'ai eu l'occasion de visiter. Ils viennent de finir la construction d'un bâtiment qui est intégralement en bois, alors que leur fonds de commerce c'est du métal, donc ils doivent transporter des grosses charges. Ils ont fait un travail exceptionnel dans la construction d'un bâtiment qui séquestre du carbone parce qu'il est entièrement fait en bois. L'aération est naturelle. Il y a un chauffage qui est fait à partir de chutes de caisses qu'ils utilisent pour transporter leurs métaux. Après, ces chutes sont utilisées pour chauffer les locaux aussi. Ils ont des poêles à bois partout. Ils ont une torréfaction au sous-sol qu'ils utilisent aussi du bois. Donc, j'entends, il y a vraiment... Il y a ce genre d'idée et de vision est vraiment extrêmement visionnaire et permet d'avoir une industrie qu'on pourrait présupposer comme étant polluante en distribuant des métaux, etc., pour un domaine du luxe. Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour justement mettre en œuvre ce genre une vision qui permette d'intégrer de la capture du carbone dans leur entreprise et pour aussi une forme d'économie circulaire avec la réutilisation du bois. Ouais, on voit qu'effectivement, il y a quand même des belles possibilités qui s'ouvrent aux entreprises. On a beaucoup parlé sobriété, on va parler efficacité et innovation aussi, dans les possibilités d'efficacité. Et puis, possibilité d'aide, qui dit investissement, dit forcément capacité financière. Mais nous avons envie de vous entendre aussi si vous avez des questions. Il y a un micro qui va se déplacer. J'en vois une derrière, en tout cas. Bonjour, je viens de Belgique, de Bruxelles. Il y a déterminé certaines incohérences. Je vous parle de la Belgique. Nous avons des centrales nucléaires que les écolos veulent arrêter sans alternative. Des prix du gaz. En Belgique, depuis novembre 2022,
nous sommes au même prix que 2019. Donc il y a un problème. Qu'on ne dise pas que les prix du gaz ont explosé. Nous sommes au même prix qu'avant la crise. La question, je vous laisse venir à votre question, s'il vous plaît. J'y arrive. On a réouvert des mines en Allemagne et en Pologne à ciel ouvert, aux portes de la Belgique, énormes, qui produisent du gaz et une pollution énorme. Ce ne sont pas les éoliens en mer et les panneaux solaires qui vont pouvoir combler l'énergie pour l'industrie. Ajoutons à cela 7 millions de voitures en Belgique que nous allons devoir passer. Non, mais la question est dans ce que je vous avance. 7 millions de voitures que nous allons devoir, d'ici 10 ans, charger avec quelle énergie? Voilà. Ça, c'est la question de fond. Nous sommes au même prix aujourd'hui, depuis novembre 2022, du gaz qu'en 2019. Donc, expliquez-moi pourquoi les prix du gaz ont explosé. Il y a deux questions, hein, en fait, intéressantes qui ne sont pas vraiment l'objet. C'est pour ça que je soucie, parce qu'ils ne sont pas vraiment l'objet, puisque vous n'êtes pas des acteurs sur le marché de l'électricité. Et là, on va se concentrer, mais on va quand même tenter d'y répondre, se concentrer sur la possibilité qu'il y a en fait, pour les industriels de naviguer dans ce contexte compliqué. Mais il y a effectivement les prix. Alors, je me tourne vers vous, ça ne va peut-être pas vous rendre service, mais les prix du gaz, c'est vrai qu'on se pose des questions. Je l'avais aussi noté. On sait qu'on a retrouvé les niveaux, peut-être pas en novembre 2022, mais en tout cas, maintenant, on a retrouvé les niveaux d'avant invasion de la guerre en Ukraine. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'effectivement, si j'ai signé en tant qu'industriel en août 2022, j'ai un peu été le danon de la farce, non? On est toujours plus fort après. Je pense aussi que dans le milieu de l'électricité, c'est toujours des visions à très long terme. Et cette guerre en Ukraine, cette augmentation d'électricité, l'hiver froid, la météo avec les barrages, on ne sait pas si vraiment l'eau va remplir tous ces barrages, etc. Chaque personne l'a vu venir. Et c'est ce qu'on discutait avant et c'est ce qu'on discute tous les jours, c'est comment va être le prix de la fin de l'année. Il y a tellement d'impondérants. Nous, ce qu'on dit, c'est, je rejoins M. Kernen, c'est il faut faire vraiment attention. On ne part vraiment pas vers le beau actuellement. On sent vraiment que la situation elle est tendue, pas seulement en Suisse, mais aussi à l'étranger. Je rappelle quand même qu'on doit acheter de l'énergie à l'étranger, que ce soit du gaz ou effectivement, comme disait monsieur, c'est l'énergie qui est produite au charbon en Allemagne. Mais il y a un besoin que tout le monde a besoin d'électricité, qu'on doit acheter sur ce marché et il y a un prix, malheureusement. Je vous pose une question très bête et je suis désolée parce que je sais que ce n'est pas votre cœur d'expertise, mais est-ce que, puisque c'est effectivement la préoccupation, hein, la question que relaie monsieur, est-ce que l'industrie et la société vont pouvoir faire dans les 5 prochaines années sans nucléaire? On a un gros souci sur le nucléaire français, sans nucléaire, charbon et pétrole, parce que c'est l'autre aspect qu'on n'a pas trop évoqué. Hein. Effectivement, la transition énergétique, d'un côté elle se fait, de l'autre côté, vous avez bien raison, on sait très bien que les raffineries de pétrole fonctionnent à plein régime, il y a des centrales à charbon qui sont rouvertes, on a de la peine à y voir clair, effectivement. Qui se sacrifie? Oui, je prends là. Donc effectivement, on est sur ce déclin des énergies fossiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie fossile, le pétrole, le gaz, c'est des énergies gratuites. Personne n'a payé pour mettre l'énergie dans le sol. Ce qu'on paye, c'est l'extraction de ces vecteurs énergétiques. Et ce qu'on paye, ce qui fixe le prix, c'est une question géopolitique. Donc c'est pas une question d'offre et de demande. Donc c'est un prix tout à fait volatile qui va répondre à plein de systèmes très complexes. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, on a des oscillations, on a des variations. La question pour les industriels, il y a deux questions. Il y a une première question, c'est que l'énergie gratuite à 5 centimes le kilowattheure, ça, on est sûr que c'est fini, pour les prochaines décennies en tout cas. Donc, l'énergie va coûter, on est à 30, 40 centimes, ça va peut-être même continuer à augmenter. Et la deuxième question, alors la première question est assez facile à résoudre, il faut juste payer. La deuxième question, elle est plus compliquée. C'est que l'énergie sera plus complètement disponible quand on la veut. Donc, on va avoir des fluctuations de production entre l'été et l'hiver, entre le jour et la nuit, le week-end, la semaine, enfin ainsi de suite, qui vont alors avoir un effet sur les prix, mais qui vont nécessiter finalement une réorganisation des gros consommateurs pour aller chercher cette énergie quand elle est disponible et quand elle est bon marché. Donc on va devoir moduler notre consommation. Ça amène vraiment effectivement la suite de la discussion sur l'efficacité, les solutions notamment en hiver. Ça vous embête, Maxime Ouclair, d'être comme ça un peu assujetti à la volatilité du marché de l'électricité?
Bon, c'est bien la démonstration qu'on est totalement captif des énergies fossiles, hein. On a une addiction dont on va devoir se sevrer dans l'avenir. Ça vient d'être mentionné. Les énergies fossiles sont dites fossiles parce qu'elles sont finies. On ne pourra pas régénérer du pétrole avant les prochains millions d'années. Donc, on doit s'adapter. Il y a une adaptation qui aura lieu. Ça fait aussi partie, ça c'est peut-être le volet plus politique de ce qu'on est en train de discuter en Suisse avec la loi climat, c'est justement que la question de l'adaptation et puis de l'amélioration de la résilience aussi de l'économie par rapport au changement climatique, mais à ce qui vient avant, hein, bien entendu la fin des fossiles est absolument fondamentale. Donc voilà, je pense, je me dis, je suis pas embêté personnellement, bien sûr. Il y a un certain nombre de défis pour l'entreprise. C'est de se demander où est-ce qu'on va se fournir. Alors j'ai la chance d'avoir des parents qui ont été visionnaires puis qui ont mis des panneaux solaires sur le toit de l'entreprise il y a 10 ans. Maintenant, si toutes les entreprises du pays mettaient des panneaux solaires sur leur toit, on pourrait déjà se satisfaire d'avoir réduit un besoin considérable en journée. Et l'air de rien, cette énergie qu'on ne va pas consommer en journée, si on parle d'énergie qui se stocke, comme le pétrole ou le gaz, eh bien, c'est des stocks qui seront moins sollicités en journée puis qui pourraient être exploités quand on en a vraiment besoin. Parce que bien sûr, la transition, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. On doit modifier un édifice de notre société puis de notre économie qui est essentiellement basé sur les énergies fossiles. Parce qu'on parle beaucoup d'électricité, hein, surtout avec les panneaux solaires. Mais il faut savoir que 80%, je crois que c'est le chiffre, hein, de l'énergie primaire en Suisse, c'est du fossile. C'est pour les transports, le chauffage, l'industrie, etc. Donc, effectivement, les défis sont considérables. Après, bien sûr, on ne va pas réussir à le faire d'un claquement de doigts demain. Et puis, bien sûr, il y a un pilotage politique qui doit être fait à haut niveau parce on ne parle pas que de secteur, parce que l'économie, c'est un des secteurs de la société, mais on parle bien entendu de l'entier de la société. D'où l'intérêt, à part ça, d'une certaine sobriété, hein. Évidemment, je vous laisse compléter ou rebondir, Monsieur Kernen. Oui, volontiers. Donc, ce qu'il ne faut pas négliger, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi notre capacité d'innovation, aussi dans les nouvelles technologies, aussi dans les capacités de stockage, parce que c'est un point effectivement central. En parallèle avec le développement des énergies renouvelables, il y a ces questions de stockage qui se posent. Et là, il y a des solutions qui se dessinent, qui devront être mises en œuvre. Et pour les industriels se trouvent aussi pour la plupart confrontés à plusieurs défis en même temps. D'une part, c'est ce défi des prix et de risque de pénurie. Et en même temps aussi, on leur demande de décarboner. Donc de réduire drastiquement leurs émissions de CO2, que ce soit au niveau de la législation fédérale qui va venir, ou des normes et règles que les clients eux-mêmes imposent à leurs fournisseurs. On voit que maintenant, les industriels, dans certains domaines, doivent réduire de 50% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. C'est un autre défi qui est combiné et il faut arriver aussi avec, d'une part, la sobriété et l'efficacité énergétique, mais aussi avec des nouvelles technologies à atteindre cet objectif, quoi. Alors, ramenons tout ça à l'entreprise industrielle. Monsieur Ramu, on a parlé de l'entreprise Klein à Bienne, qui paraît assez exemplaire. Une entreprise standard qui n'est pas nouvelle, actuellement, avec les solutions du marché, c'est quoi le package incontournable pour optimiser sa production, sa consommation énergétique? Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est maintenant l'industriel qui a des questions par rapport à ça, voilà, c'est la discussion qu'on a là. C'est pas une seule réponse, c'est vraiment plusieurs réponses pour comprendre le process, pour comprendre l'environnement, pour comprendre dans quelle commune il vit, est-ce qu'il y a un chauffage à distance, est-ce qu'il y a des subventions, est-ce qu'on peut aider avec des acteurs externes comme vous. C'est vraiment, nous, ce qu'on dit, c'est pas juste mettre des panneaux ou mettre une pompe à chaleur, c'est si vous voulez mettre une pompe à chaleur, c'est pourquoi vous voulez la mettre, quel environnement, est-ce que vous avez pensé au process, etc. Je pense que c'est une discussion qui est un peu plus longue, mais qui ramènera beaucoup plus d'efficacité qu'il y a peut-être 10, 20 ans en arrière. C'est vraiment un partenariat entre le public, les politiques et l'industriel pour... Nous, des fois, c'est ce que vous disiez très justement, on ne comprend pas le process. Le process, pendant très longtemps, on ne le touchait pas, le process. C'était quelque chose, l'industriel, c'était son cœur, on ne touchait pas le process, on touchait peut-être que l'enveloppe du bâtiment,
Mais ça suffit plus. Dans ce monde où on vit, c'est vraiment de tout comprendre, tous ces paramètres, de l'expliquer. Et nous, on va orienter les entreprises, soit avec l'aide des acteurs qui sont autour de cette table, pour essayer de trouver la meilleure solution et aussi la plus rapide. Maxime Auclin et puis Martha Kernen, oui. Non, je vais juste pour dire en fait rapidement une analogie. Il y a un accompagnement en fait qui est bien sûr nécessaire et puis on peut le voir sur un exemple concret récent. C'est qu'en l'espace de 20-30 ans, la numérisation s'est complètement imposée à tous les niveaux au niveau des entreprises. Il y a 20 ans, est-ce que, si vous preniez, je sais pas, 10 entreprises, combien avaient un ordinateur, combien avaient un ERP, combien avaient un serveur, etc. Probablement pas beaucoup. Et en 20 ans, un changement complet de paradigme s'est opéré. On n'a pas l'impression qu'on soit fait contraint de le faire. Ça a amené quand même beaucoup de plus-value. Et je pense qu'on doit se mettre dans le même état d'esprit en regardant assez sereinement, puis quand même avec une forme d'ambition, de se dire on y arrivera en 20 ans, on y arrivera à faire ces modifications, ces changements de paradigme, mais cette fois pour le côté énergétique ou bien le côté sobriété. Donc, je pense qu'il faut totalement dédiaboliser le fait que de vouloir typiquement associer écologie et économie pour différents pans d'activité, c'est pas déjà une question d'incompatibilité, c'est compatible. Et puis l'autre chose, c'est que on doit plutôt le prendre comme une chance ou comme une possibilité d'innover, puis une possibilité de venir avec des solutions qu'on n'avait pas avant, puis qui vont apporter un plus. Parmi ces solutions, c'est peut-être là-dessus que vous vouliez venir. Martha Kernen, je vous passe la parole. Oui, volontiers. Je voulais juste amener un exemple d'une fabrique qui est connue de tous, les couteaux Victorinox, qui s'appelaient antérieurement les couteaux Wenger à Delémont. Eux, ils ont fait toute une démarche d'optimisation énergétique où ils ont récupéré la chaleur des machines-outils, ils ont récupéré la chaleur de leur production d'air comprimé, ils ont rénové l'enveloppe de leur bâtiment. Et finalement, ils ont réussi à réduire complètement, à réduire à zéro leurs émissions de CO2 et à diviser aussi par 2 leur consommation d'énergie au niveau global. Et ça, c'est des exemples tout à fait concrets d'une démarche. Alors, ça ne s'est pas fait en 5 minutes, hein, c'est vraiment une démarche sur plusieurs années, mais qui permet d'atteindre vraiment une efficience complète, y compris la décarbonation. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, cela ne semble pas être le cas. C'est pas grave, on en a encore, on a plein de munitions encore en poche. J'aimerais rester ces questions d'innovation technologique, hein, parce que finalement, le photovoltaïque, la pompe à chaleur, c'est quand même des innovations relativement anciennes, hein, qu'on a tardé, on ne va pas épiloguer là-dessus, à déployer. Il y a encore des perspectives en termes d'innovation technologique qui vont arriver et puis qui vont permettre d'aider les entreprises à être moins gourmandes en énergie. Alors, peut-être j'aimerais revenir sur le photovoltaïque et les pompes à chaleur. D'abord, le photovoltaïque, faut bien se souvenir d'où on vient. C'est que la technologie était existante, mais n'était pas accessible économiquement. Donc, elle est longtemps restée anecdotique et c'est seulement depuis 3-4 ans que les entreprises déploient ça vraiment de manière assez systématique et qui permet aussi cette avance. Hein. Donc, il y a l'aspect d'évoluer aussi au niveau des prix eux-mêmes. J'allais demander pourquoi ont-elles tant attendu? Alors, c'est pas le cas pour toutes, mais pourquoi ont-elles tant attendu pour des questions de prix? On a aussi une baisse, exactement. un effondrement. Voilà, exactement. Donc, il y a prix. vraiment les prix et c'est tout à fait réjouissant. Ça rejoint vraiment cette notion d'innovation technologique. Puis je terminerai encore avec les pompes à chaleur, si vous le permettez. Actuellement, les pompes à chaleur, elles ont été développées pour le marché de l'habitat, donc avec des niveaux de température assez faibles. Ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, c'est que on rejette de la chaleur, typiquement des machines-outils, mais aussi dans d'autres entreprises. Un fabricant de frites, par exemple, il va rejeter beaucoup d'énergie à 60 ou 70 ou 80 degrés. Et finalement, en parallèle, on a besoin de chaleur à une plus haute température. Et ça, les nouvelles pompes à chaleur à haute température permettent maintenant petit à petit d'atteindre ces niveaux de température qui permettent aussi de réduire la facture de gaz, de réduire la facture d'électricité.
Une petite question avant de poursuivre effectivement sur ces innovations. Je suis journaliste mais économiste à la base. Je connais vaguement la loi de l'offre et de la demande. Donc on a beaucoup parlé effectivement, on va pas revenir sur les Chinois, la concurrence des Chinois, du coup les prix qui se sont effondrés sur le marché du photovoltaïque. Ça c'est des éléments historiques bien connus. On parle beaucoup des bras qui manquent pour installer les panneaux photovoltaïques. On va moins regarder dans le détail. Ils sont en train d'exploser les prix. Logiquement, si je suis vendeur de panneaux photovoltaïques et puis que tout le monde, enfin que l'offre est moindre que la demande, j'aurais tendance à augmenter mes prix. Mais peut-être que je me trompe. Richard Pasquier ou Monsieur Ramu? Actuellement, ils sont stables, les prix. En fait, je pense qu'on a atteint un seuil, et ce seuil, le prix, il est là, et on peut pas, c'est pas volatile, on va dire. C'est difficile de vendre quelque chose à 1 franc l'année passée, puis dire à tout le monde, non, c'est 1 franc 30 parce qu'on a trop de boulot. Donc, les prix sont stables. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est vraiment les délais. Donc, le prix reste le même, c'est juste le délai qui se décale. C'est un peu plus long. Après, moi, je rejoins aussi tout ce qui est dit, c'est les pompes à chaleur. C'est pas des nouvelles technologies, mais si on prend les chauffages à distance, il y a 10 ans en arrière, très peu de communes mettaient des chauffages à distance. Actuellement, maintenant, il n'y a pas un nouveau quartier qui se fait sans chauffage à distance, où on essaye de se raccorder avec des industriels pour justement récupérer les sources de chaleur qu'ils émettent. Donc on voit aussi, il y a des technologies qui étaient là, mais on ne les a pas mis en œuvre. Maintenant, vraiment, on voit que le chauffage à distance, c'est quelque chose qui grandit à une vitesse grand V. Même nous, on était 4 personnes, maintenant on a 35 ingénieurs qui font que ça. Donc on voit vraiment qu'au niveau roman, ça se déploie à une bonne vitesse. Malheureusement, on a aussi constaté récemment qu'on a essayé de faire des chauffages. On a fait La géothermie à moyenne profondeur où on était investisseur. Malheureusement, on n'a aucun succès. Donc c'est quand même le 3e forage qui se fait en Suisse romande qui donne pas satisfaction. Donc on voit quand même qu'on essaye, on investit, on essaye de chercher d'autres sources de chaleur, mais le mix énergétique reste vraiment la meilleure solution actuellement. Donc, on a parlé sobriété, efficacité, innovation. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est tous, beaucoup d'entre nous, en tout cas dans les entreprises, libéraux d'esprit. Mais on est bien content quand on a un petit coup de pouce financier. Concrètement, Martha Kernen ou Richard Pasquier, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a des possibilités d'aide? Vous évoquiez les fameuses conventions pour, là on est vraiment sur le CO2. Je veux vraiment revoir ma copie énergétique en tant qu'entreprise. Est-ce que concrètement, les pouvoirs publics vont m'aider? Oui, alors absolument, il y a beaucoup d'aides. Alors évidemment que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas le seul nerf de la guerre. On voit dans les entreprises que les ressources sont aussi un nerf de la guerre qui est très important. Donc, faut jamais négliger ça. Et nous, on conseille toujours aux entreprises d'être accompagnées. Ça ne veut pas dire que l'accompagnement va tout faire à leur place. Il y aura besoin vraiment de compétences à l'interne d'une personne de référence pour aider finalement à trouver les bonnes solutions ensemble. Après, en termes une fois que l'entreprise a décidé qu'elle voulait faire une démarche, là, il y a beaucoup de subventions qui existent, d'aides financières aux entreprises, que ce soit pour la démarche, avec typiquement un programme qui s'appelle PIKE, ou pour être exempté de certaines taxes avec les conventions d'objectifs, ou alors même pour la réalisation d'études, que ce soit sur les entraînements électriques, donc les pompes, les ventilateurs, etc., où on peut recevoir aussi des subventions, ou même pour la décarbonation, où la Confédération aide aussi les entreprises à faire ces études pour que les entreprises puissent savoir finalement qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles doivent mettre en priorité, quels sont les coûts, quels sont les gains possibles pour ces différents aspects. Avec des disparités cantonales, sauf erreur également, dans les possibilités d'aide, si je suis à Delémont ou à Sion, au hasard, est-ce que finalement j'ai la même panoplie à disposition? Alors tout ce qui est lié à la Confédération, évidemment, oui, il n'y a pas de souci. Après, il y a quelques exceptions, notamment dans le canton de Vaud, où le canton de Vaud a mis en place une gamme de soutien spécifique aussi pour les entreprises dont le siège est dans le canton de Vaud. Et puis Genève qui a aussi un certain nombre de soutiens, mais plus sur les côtés de démarche, quoi.
Petit avantage côté lémanique, ce qui doit parler aux entreprises. On a beaucoup d'entreprises en provenance de l'arc Oui, jurassien ici. Pour moi, c'est pas déterminant parce qu'au final, il y a énormément de choses. Le défi, il est plutôt d'expliquer, pour l'entreprise, c'est de comprendre à quelle subvention elle a besoin. Les subventions, il y en a assez. Je veux dire, il y a assez de voies pour être subventionné. C'est plutôt le conseil pour atteindre ces subventions qui manquent parfois. Richard Pasquier, vous vouliez intervenir? Oui, alors effectivement, il y a aussi un effet qui est assez intéressant. En fait, le mot est sorti plusieurs fois, sobriété et efficacité. Je vais peut-être juste préciser un petit peu la nuance. En fait, on a beaucoup parlé d'efficacité jusqu'à ces dernières années parce que l'efficacité, c'est assez intéressant pour un vendeur de quelque chose. Parce que si vous avez un éclairage pas efficace, je vais vous proposer un autre éclairage, donc il y a de l'investissement, donc je peux vous vendre quelque chose. Donc quand on parle d'efficacité, on est effectivement sur une transaction qui va nécessiter de l'investissement. La sobriété, on est sur bien utiliser, on est sur éteindre la lumière en sortant de la pièce. Donc c'est quelque chose qui nécessite des ressources internes à l'entreprise, qui nécessite des bons principes, des bonnes actions, des bons réglages, et puis qui prend un petit peu de temps, mais qui qui nécessite pas directement d'investissement. Et là aussi, c'est souvent important de travailler justement sur cet axe de sobriété, parce qu'encore une fois, les intuitions, elles sont dans l'entreprise, les gens connaissent les systèmes, et en travaillant là-dessus, les gains sont directs. On a des retours sur investissement immédiats avec ça va dans les actions. On avait fait des actions, c'était juste dire au concierge d'éteindre le vendredi. On tombe sur des choses comme ça, où jusqu'à maintenant, n'ayant pas mesuré ou n'ayant pas évalué finalement l'impact du fonctionnement, on ne se rend pas compte. La semaine dernière, on avait une entreprise, ils ont 50 machines, ils arrivent le matin, ils allument les 50 machines pour faire leur journée de travail. En mesurant les machines, on a remarqué qu'ils en utilisaient entre 30 et 40. Donc en gros, il y avait toujours 10 à 15 machines allumées tous les matins et éteintes tous les soirs pour rien. Ils ont juste changé la directive de dire dorénavant, on allume les machines qu'on va utiliser dans la journée. Ils ont fait 25 000 francs de gains annuels juste sur cette directive. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur l'organisation. Et ce qui est important de comprendre aussi par rapport justement à ces dimensions thermiques, c'est qu'un kilowattheure économisé sur la production, qui est gaspillé sur la production, c'est de la chaleur. Donc c'est un kilowattheure que vous économisez en climatisation, en ventilation. Donc on a toujours un effet, alors pas double, mais un effet démultiplié quand on travaille effectivement depuis la source du problème. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je ne crois pas que ce soit le cas. J'espère que vous écoutez tous attentivement. J'ai tout de même une dernière, on arrive gentiment au terme de cette discussion. J'ai tout de même une dernière question, peut-être au hasard total, Maxime Auclair. Je vais m'adresser à vous, libéral, industriel. Il y a une question qui a aussi jailli l'automne dernier, qu'on n'a encore pas évoquée, parce que, par contre, vous avez bien parlé de l'enjeu de la disponibilité de l'électricité, plus seulement de son coût. On arrive à un enjeu qui doit parler aux industriels qui sont ici, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas flexibiliser, est-ce qu'on ne va pas arriver à ça, même peut-être déjà cet hiver ou le suivant, ouvrir les possibilités de production, puisque finalement le problème n'est pas seulement, dans certains cas, de consommer de l'énergie, mais c'est quand. Concrètement, il va falloir ouvrir les ateliers de production horlogers le dimanche. La question se pose. Je pense que ça peut être discuté. Bien sûr, la discussion, elle ne doit pas avoir lieu uniquement dans le cercle des industriels, elle doit avoir lieu au global avec tous les partenaires. Maintenant, la question, elle se pose, mais je pense qu'il y a l'aspect humain. Ça mentionnait, par exemple, éteindre la lumière, etc. C'est un aspect totalement humain. Il n'y a pas que les machines. Je pense que l'interface chaise-machine, comme on l'appelle, est aussi fondamentale pour ça. Donc ensuite, est-ce que vous pouvez juste me rappeler la question? Oui, parce que je vous sentais embêté, mais alors je vois que c'est plutôt que vous l'avez oublié. La question, c'est est-ce qu'il faut autoriser en cas extrême, est-ce qu'on va en venir à autoriser finalement les entreprises à flexibiliser leur production sur 7 jours, par exemple, ou décaler, on peut avoir 5 jours à un endroit, 5 jours à l'autre. Non, je pense que la question doit effectivement être posée, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, il y a essentiellement des questions de programmatique, par exemple, parce qu'on peut plutôt, c'est un peu le coup de faire tourner sa
sa machine à laver en journée au lieu de la faire tourner la nuit quand on a des panneaux solaires sur le toit, ou de la faire tourner la nuit quand on n'a pas ce genre de moyens-là pour lisser un peu la consommation d'électricité. Dans une certaine mesure, c'est possible de programmer des machines pour qu'elles tournent à certains moments, mais dans d'autres cas, par exemple des entreprises qui bossent en 3/8, elles n'auront pas ce genre de choix-là. Donc elles ont déjà de toute manière une optimisation énorme de ce qu'elles peuvent faire en interne. Et puis ensuite, pour des petites structures comme la nôtre, où on a des gens qui travaillent en semaine, probablement que ça sera un peu compliqué de faire travailler les gens le dimanche, mais en même temps, est-ce que c'est de la petite PME de 17 personnes qui a un énorme impact sur la consommation énergétique? C'est pas pour me défausser de la responsabilité qu'on a, par exemple, mais c'est juste pour dire, effectivement, on a une organisation de la société avec des gens qui travaillent du lundi au vendredi. La question du travail le week-end, elle s'est posée, par exemple, pour des commerces qui sont ouverts. Et puis dans d'autres pays du monde, c'est même pas une question. Les gens, ils travaillent tout le temps. Ils ont des équipes qui travaillent même le week-end. Mais c'est pas une discussion qu'on peut, je pense, tenir comme ça d'un seul côté. Est-ce que je l'appelle de mes voeux? Ça dépend de quel domaine, quoi. Je pense que ça peut pas jouer pour tout. Est-ce qu'il y aura un intérêt à le faire le jour où on est pied au mur? Je pense qu'on sera pas en possibilité de choisir. Et je pense que c'est pour rebondir là-dessus. C'est que maintenant, on a l'occasion de choisir, on a l'occasion de faire des améliorations, de les implémenter et puis de prioriser les investissements. Et puis, je pense que c'est fondamental qu'on le fasse maintenant. Oui, effectivement, et puis ça me fait penser au fameux dimanche sans voiture que j'ai à peine connu. Les souvenirs sont là quelque part. J'étais très jeune. Peut-être que certains d'entre vous les ont vécus, mais on arrive assez vite à un moment où nécessité peut faire loi. On l'a vu dans le contexte de la pandémie que j'évoquais tout au début de cet échange et qui paraît presque très très lointain, effectivement. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je crois que nous arrivons, je consulte vos montres au terme de ce débat, puisque nous sommes dans un salon orienté, focalisé notamment sur l'horlogerie. Je rappelle vos noms, puisque vous aurez peut-être envie d'échanger tout à l'heure. Maxime Auclin de l'entreprise Auclin, active dans le polissage pour l'horlogerie notamment, basée à la Neuville, entre Neuchâtel et Bienne. Martha Kernen, directeur roman de la... Oh, j'aurais dû prendre ma petite feuille gelée de l'Agence de l'énergie pour l'économie suisse, parce que sinon je l'ai dit dans le désordre. Désolé. Richard Pasquier et de PME, basé dans le canton de Fribourg. On vous trouve où exactement ? Alors on est sur le stand K116, donc juste sur le côté ici. Et puis, localité fribourgeoise, j'ai un blanc. Vous êtes basé exactement... on est en périphérie de Fribourg, Arc-en-Ciel. Voilà, exactement. Mais ça fait plaisir d'avoir des intervenants fribourgeois également. Et puis, Dominique Ramu, Roman d'énergie, qu'on ne présente plus, évidemment. On voit que les défis qui nous attendent sont énormes. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Je crois qu'on peut les applaudir. Et merci à vous, cher public. Un coup de chapeau également à la technique et puis à la traduction, parce que je sais que c'est du travail également. Très bonne suite de salon à vous tous.